J'avais, il y a quelques temps encore, caressé l'espoir de pouvoir satisfaire à l'injonction que m'avait faite un jour. Ce n'est pas une injonction, mais c'était un conseil que m'avait donné un inspecteur qui m'avait dit, tu sais, il arrive un moment où les inspecteurs vous tutoient. Bon, il m'avait dit, tu sais, les élèves aiment bien quand les vacances arrivent que quelque chose se termine. Bon, eh bien là, je n'ai même pas, je sais bien que je ne terminerai pas tout à fait avec l'explication de ce chapitre 2 de notre appendice à la 4e partie de l'éthique, au moment où donc va se clore cette partie de l'année. Je poursuivrai donc, mais là j'aurai rapidement terminé après les vacances de Pâques, c'est-à-dire au seuil d'une période qui restera assez courte, hein, puisque les cours de l'Université du temps libre s'arrêtent je sais pas, aux alentours de la mi-mai, je crois. Non. Bon, tout ça, ça veut dire que si nous voulons vraiment travailler sérieusement, il faudra rempiler l'an prochain. Alors écoutez, ça, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'y suis prêt, évidemment. Il faut dire aussi que, bon, ça c'est peut-être un encouragement à poursuivre, il viendra un moment dans l'explication du texte où les choses pourront aller nettement plus vite. Vous avez dû d'ailleurs vous en apercevoir un tout petit peu en lisant l'intégralité de l'appendice à la 4e partie. Bon, il y a certains aspects du texte plus loin qui peuvent faire l'objet, je dirais, d'explications moins denses, hein, parce que on va dire que la compacité théorique, conceptuelle du texte va quand même en décroissant. Mais elle ne décline pas très rapidement, hein. Ça, vous l'avez constaté aussi, je suppose. Alors, bon, je continue, je poursuis sur ce qui nous intéresse pour le moment, et qui est l'objet même de ce 2e chapitre, hein, il faut le rappeler, qui est l'opposition entre les affects actifs et les affects passifs, entre les désirs qui sont des actions droites et ces désirs qui sont des passions. Et je rappelle que le caractère actif ou passif d'un désir, d'un affect en général, se détermine sur le critère de la proportion d'idées adéquates et d'idées inadéquates auxquelles cet affect peut être, selon le mot qu'utilise Spinoza, rapporté. Voilà. Un affect doit être rapporté aux idées qui le déterminent, ou plutôt qui sont quasiment identiques à cet affect, selon que ces idées sont adéquates ou inadéquates. Je voulais aujourd'hui, à titre d'introduction, illustrer cette opposition à partir d'un texte, alors dont je tiens à dire tout de suite d'ailleurs que je ne considère pas que c'est un texte spinoziste, et dont je pense que d'ailleurs un lecteur philosophe pourrait l'interpréter, pourrait le lire à travers une grille différente. Mais enfin, c'est un texte pour lequel la grille spinoziste me paraît justement assez pertinente, assez adéquate. Alors, ce texte, c'est un récit de Georges Semprin, le grand écrivain et témoin espagnol aussi de toute une histoire. Georges Semprin, dont vous savez sans doute, pour ceux qui connaissent un peu son œuvre, qu'il est revenu plusieurs fois sur cette période, la Seconde Guerre mondiale, son expérience de la résistance, puis de la déportation. Il y est revenu plusieurs fois, il est revenu en amont de cette période, et il s'est beaucoup étendu aussi sur ses conséquences, ses répercussions, ces répliques, on pourrait dire, pour utiliser un langage géologique, en aval, c'est-à-dire durant tout le reste de son existence. Car, bien entendu, ça vous le savez, ce n'est pas Semprin qui va vous l'apprendre, et encore moins moi, la déportation n'est pas une expérience dont on revient en pouvant, d'une façon ou d'une autre, l'effacer ou l'anéantir. Alors, le texte que je vais vous lire est extrait d'un livre intitulé « L'écriture ou la vie ». L'écriture ou la vie, qui est principalement donc consacré à revenir sur cet épisode de son existence. Ce récit porte sur un épisode des actions de résistance de Georges Semprin. Alors, je vais le lire et ensuite
disons, je tenterai de montrer en quoi on peut le lire, le comprendre, l'interpréter dans un sens spinoziste, et j'essaierai aussi d'expliquer pourquoi cette interprétation, même si ça n'est pas la seule possible, me paraît quand même avoir une certaine pertinence, ne serait-ce que par la personnalité qui était l'auteur de ce texte, de ce témoignage. Semprun se trouve ici dans la campagne française, on est au mois de septembre, et il se trouve en compagnie d'un autre résistant qui ici est nommé Julien, à faire du repérage en vue de tendre une embuscade aux Allemands dans la région. Alors, ils sont cachés sur les bords d'une rivière où ils savent que, assez souvent, les Allemands se rendent. Or, précisément, en voilà un qui débarque. L'Allemand était jeune, il était grand, il était blond. Il était tout à fait conforme à l'idée de l'Allemand, un Allemand idéal en somme. C'était 1 an et demi auparavant, en 1943. C'était en automne, du côté de Sémur-en-Auxois. Sémur-en-Auxois est une petite bourgade de la Bourgogne, dans la région de l'Auxerrois. C'était en automne, du côté de Sémur-en-Auxois. À un coude de la rivière, il y avait une sorte de barrage naturel qui retenait l'eau. La surface en était à cet endroit quasiment immobile, miroir liquide sous le soleil de l'automne. L'ombre des arbres bougeait sur ce miroir d'étain translucide. L'Allemand était apparu sur la crête du rivage à motocyclette. Le moteur de son engin ronronnait doucement. Il s'était engagé sur le sentier qui descendait vers le plan d'eau. Nous l'attendions, Julien et moi. C'est-à-dire, nous n'attendions pas cet Allemand là, précisément, ce gamin blond aux yeux bleus. Parenthèse, attention, je fabule. Je n'ai pas pu voir la couleur de ses yeux à ce moment-là. Plus tard seulement, lorsqu'il fut mort. Mais il m'avait tout l'air d'avoir les yeux bleus. Nous attendions un Allemand, des Allemands, n'importe lesquels. Nous savions que les soldats de la Wehrmacht avaient pris l'habitude de venir en groupe vers la fin de l'après-midi, se rafraîchir à cet endroit. Nous étions venus, Julien et moi, étudier le terrain, voir s'il serait possible de monter une embuscade avec l'aide des maquis des environs. Mais cet Allemand semblait être seul. Aucune autre motocyclette, aucun autre véhicule n'était apparu à sa suite sur le chemin de crête. Il faut dire que ce n'était pas non plus l'heure habituelle. C'était vers le milieu de la matinée. Il a roulé jusqu'au bord de l'eau et est descendu de son engin qu'il a calé sur son trépied. Debout, respirant la douceur de la France profonde, il a défait le col de sa vareuse. Il était détendu, visiblement, mais il était resté sur ses gardes. Sa mitraillette lui barrait la poitrine, suspendue à la bretelle qu'il avait passée autour du cou. Julien et moi, nous nous sommes regardés. La même idée nous est venue. L'Allemand était seul, nous avions nos Smith et Wesson. La distance qui nous séparait de l'Allemand était bonne. Il était tout à fait à portée de nos armes. Il y avait une moto à récupérer, une mitraillette. Nous étions à l'abri, à l'affût. C'était une cible parfaite. La même idée nous était donc venue, à Julien et à moi. Mais soudain, le jeune Allemand a levé les yeux au ciel et il a commencé à chanter. Ça m'a fait sursauter. J'ai failli faire du bruit en cognant le canon du Smith & Wesson contre le rocher qui nous abritait. Julien m'a foudroyé du regard. Peut-être cette chanson ne lui rappelait rien. Peut-être ne savait-il même pas que c'était la Paloma. Même s'il le savait, peut-être que la Paloma ne lui rappelait rien. L'enfance, les bonnes qui chantent à l'office, les musiques des kiosques à musique, dans les squares ombragés des villégiatures, la Paloma. Comment n'aurais-je pas sursauté en entendant cette chanson? L'Allemand continuait de chanter d'une belle voix blonde. Ma main s'était mise à trembler. Il m'était devenu impossible de tirer sur ce jeune soldat qui chantait la Paloma. Comme si le fait de chanter cette mélodie de mon enfance, cette rengaine pleine de nostalgie, le rendait subitement innocent. Non pas personnellement innocent, il l'était peut-être de toute façon, même s'il n'avait jamais chanté la Paloma. Peut-être n'avait-il rien à se reprocher, ce jeune soldat, rien d'autre que d'être né allemand à l'époque d'Adolf Hitler. Comme s'il était soudain devenu innocent d'une toute autre façon. Innocent non seulement d'être né allemand, sous Hitler,
de faire partie d'une armée d'occupation, d'incarner involontairement la force brutale du fascisme. Devenu essentiellement innocent, donc, dans la plénitude de son existence, parce qu'il chantait la Paloma. C'était absurde, je le savais bien, mais j'étais incapable de tirer sur ce jeune Allemand qui chantait la Paloma, visage découvert, dans la candeur d'une matinée d'automne, au tréfonds de la douceur profonde d'un paysage de France. J'ai baissé le long canon du Smith & Wesson, peint en rouge vif aux mignonnes anti-rouges. Julien m'a vu faire, il a replié le bras lui aussi. Il m'observe d'un air inquiet, se demandant sans doute ce qui m'arrive. Il m'arrive la Paloma, c'est tout. L'enfance espagnole en plein visage. Mais le jeune soldat a tourné le dos. Il revient à petits pas vers sa moto, immobilisé sur sa béquille. Alors, j'empoigne mon arme à 2 mains. Je vise le dos de l'Allemand, j'appuie sur la gâchette du Smith & Wesson. J'entends à mon côté les détonations du revolver de Julien qui a tiré plusieurs fois lui aussi. Le soldat allemand fait un saut en avant comme s'il avait été brutalement poussé dans le dos. Mais c'est qu'il a effectivement été poussé dans le dos par l'impact brutal des projectiles. Il tombe de tout son long. Je m'effondre, le visage en l'herbe fraîche. Je tape du poing rageusement sur le rocher plat qui nous protégeait. Merde, merde, merde! Je crie de plus en plus fort. Julien s'affole. Il me secoue. Hurle que ce n'est pas le moment de piquer une crise de nerfs. Il faut filer. Prendre la moto, la mitraillette de l'Allemand et filer. Il a raison, il n'y a rien d'autre à faire. On se lève, on traverse en courant la rivière, sur des rochers qui forment une sorte de barrage naturel. Julien prend la mitraillette du mort, après avoir retourné son corps. Et c'est vrai qu'il a les yeux bleus, écarquillés par l'étonnement. Nous filons sur la motocyclette qui démarre au quart de tour. Alors, bon, qu'est-ce que je veux dire quand je dis que ce texte est peut-être interprété en un sens spinoziste? Pour aller d'abord à l'essentiel, et puis je viendrai ensuite à l'accessoire, pour aller à l'essentiel, il y a, me semble-t-il, cette idée que, qui est très manifestement, on va dire, mise en scène, que nous ne sommes pas en présence du schéma traditionnel, classique, un peu banal, du conflit entre une émotion d'ordre sensible et une tentative de maîtrise rationnelle de cette émotion sur le mode du rappel au devoir. Raison, devoir, émotion, sensibilité qui s'opposent à l'accomplissement du devoir. On peut interpréter ça comme ça, c'est pour ça que je vous disais, après tout, ma lecture spinoziste ne s'impose peut-être pas de façon nécessaire. Mais ce que je vois dans ce texte, c'est que les choses se passent sur le mode, je dirais, l'action se déroule sous l'empire ou sous l'emprise ou sous la juridiction du savoir. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Semprin sait ce qu'est ce soldat allemand. Il a évidemment... il a choisi l'engagement dans la résistance, il ne l'a pas fait sur un coup de tête, il ne l'a pas fait sous influence, il a une compréhension lucide de la nature de l'armée allemande, du nazisme et de tout ce qui tourne autour de cela. Il est tout d'un coup envahi par une bouffée d'affectivité, mais d'affectivité sensible. Alors cette bouffée, je dirais d'abord nostalgique, c'est son enfance espagnole qui revient avec cette chanson, La Paloma, c'est aussi une émotion de compassion. Tout d'un coup, il entre dans un rapport, il entre très brutalement, il entre très soudainement dans un rapport d'empathie avec ce soldat allemand. Alors là, si le mot empathie, qui est un peu galvaudé aujourd'hui, dont on se sert un peu à tout bout de champ, veut dire quelque chose, là je crois qu'ici, il est parfaitement pertinent. Oui, tout d'un coup, il y a un courant d'empathie qui passe entre ce soldat et Georges Semprin. Empathie, presque on pourrait dire sympathie. Bien sûr, il n'a pas de sympathie pour le soldat en tant que soldat, mais il a une sympathie pour cet homme qui chante la Paloma. Empathie, sympathie, compassion aussi sans doute pour ce qu'il s'apprête à lui faire subir, à savoir la mort, sans phrase. Alors, on n'est pas tout à fait dans un conflit là entre la raison et la sensibilité, entre le désir, un désir émotionnel et le devoir, parce que ce qui se passe, c'est que Semprin
sait évidemment ce qu'il a à faire devant ce soldat. Encore, c'est ce qu'il a à faire. Après tout, enfin, je ferai remarquer ici en passant qu'il prend une initiative personnelle, ce qui, en situation de guerre, n'est jamais très recommandé. Bon, après tout, ils étaient venus pour faire du repérage, ils n'étaient pas venus pour tuer des soldats allemands, ils vont en tuer un. Je ne sais pas ce qu'en penseront les supérieurs dans le réseau de résistance. En guerre, il n'est jamais bien vu du commandement de prendre des initiatives personnelles, y compris des initiatives héroïques, y compris des initiatives dont le résultat s'avérera des plus bénéfiques pour le camp auquel on appartient et des plus catastrophiques pour l'ennemi. Alain a écrit des très belles pages sur cette question dans un livre que je vous recommande, qui s'appelle, dont le titre est tout simple, c'est Mars, sous-titré, parce qu'il y a un sous-titre quand même. D'ailleurs, on cite presque toujours le titre et le sous-titre en même temps. Mars ou la guerre jugée. Mars ou la guerre jugée. Et il rapporte quelques épisodes dont il a été le témoin, puisqu'il a été engagé volontaire pendant la guerre de 1914-1918. Il raconte quelques épisodes pour illustrer cette idée que un commandement militaire qui accepte de commencer à tolérer une désobéissance serait-elle une désobéissance, je dirais, tactiquement légitime? Eh bien, un tel commandement militaire devrait se résoudre à perdre toute autorité sur ses troupes. Et là, je vous recommande la lecture de ce livre. Alors, je ferme cette parenthèse sur l'initiative individuelle que prend Semprin de tirer sur ce soldat allemand. Ce qui lui arrive là, dans cet épisode, c'est qu'il prend conscience, il a déjà conscience de la nature de l'occupation allemande, là-dessus il n'y a aucun doute pour lui, mais il prend conscience des raisons pour lesquelles il est tout d'un coup pris de cette bouffée d'émotion. Il rapporte cette bouffée d'émotion à son passé, c'est-à-dire qu'il intègre l'émotion qui l'envahit à un certain moment dans un schéma de compréhension globale qui, si vous voulez, qui se présente sous la forme d'une récapitulation de son existence depuis l'enfance, puisque ce souvenir de la Paloma remonte à son enfance, qui récapitule son existence depuis l'enfance et qui lui montre pourquoi maintenant il a du mal à tirer sur ce soldat allemand, alors que pourtant tout ce qu'il sait lui montre qu'il doit le faire. Et il va le faire effectivement. Il va le faire effectivement quand on va se refermer cette parenthèse affective. Enfin, se refermer. Elle ne se referme pas tout à fait, puisque après avoir tiré sur lui, Semprin s'effondre, littéralement. Il s'effondre. Il tombe dans l'herbe et il crie « Merde, merde, merde !» Donc, il pète les plombs. Il fait cette crise de nerfs, que ce n'est vraiment pas le moment de piquer à ce moment-là. Donc, l'épisode ne va pas se refermer, mais l'épisode va être circonscrit par le savoir d'une part, que Semprin a de ce qu'il a à faire, et deuxièmement, le savoir qu'il a, la compréhension qu'il a, des raisons pour lesquelles il lui est difficile de le faire à ce moment-là. Et c'est, si vous voulez, c'est en tant qu'il parvient à effectuer cette récapitulation et cette compréhension, au sens étymologique du terme, que, eh bien, il a une conduite dont il est le maître, parce qu'elle est, si vous voulez, d'un bout à l'autre déterminée par le fait que son esprit est habité d'idées adéquates, et non pas du tout, sa conduite n'est pas déterminée par le fait qu'une espèce de sens du devoir aurait finalement, in extremis, pris le dessus sur l'émotion. Je crois que ce qui se passe là, c'est vraiment ça. Ça rappelle un peu, si vous voulez, les paroles, ces paroles célèbres du chant des partisans, puisque dans un couplet, on trouve cette phrase, dont beaucoup d'entre vous, bien sûr, se souviennent déjà. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. On sait. Voilà. Y compris d'ailleurs quand il ne fait que passer. Parce que le texte aurait pu dire, ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il tue, quand il sabote, quand il fait dérailler un train. Non, quand il passe. C'est-à-dire dans le moindre des gestes, dans la moindre des actions qui s'intègrent à l'existence d'un homme ou d'une femme engagée dans la résistance, il y a ce savoir
ce savoir englobant, qui est le savoir bien sûr de ce que c'est que le nazisme, de ce que c'est qu'y résister, mais aussi peut-être le savoir de tout ce qui rend difficile, peut-être justement tout ce qui rend difficile ces actions de résistance, car évidemment, même pour le plus parfait des spinozistes, tuer un homme, ce n'est pas rien. Vous pouvez vous en douter. Et ça, je crois que c'est tout à fait une illustration de la troisième proposition de la cinquième partie de l'éthique. Donc nous sommes à la fin de l'éthique, dans cette partie qui ouvre le chemin vers la compréhension du salut, de la béatitude, ou si vous voulez de la sagesse, ou si vous voulez encore de la liberté, car tout cela ne fait finalement à terme plus qu'un. Dans la troisième partie de la troisième proposition de la cinquième partie de l'éthique, se trouve cette phrase qui est l'une des plus importantes de tout le texte de Spinoza. Spinoza écrit ceci: un affect qui est une passion. Un affect qui est une passion, ça ne veut pas dire un affect, donc une passion, puisqu'il y a des affects actifs. Un affect qui est une passion, ça veut dire un affect si cet affect est une passion. Un affect qui est une passion cesse d'être une passion dès que nous en formons une idée claire et distincte. Un affect qui est une passion cesse d'être une passion dès que nous en formons une idée claire et distincte. Et alors là, je dirais, tout est dit quant à au rapport de l'esprit du sage spinoziste à l'endroit des affects. Un affect cesse d'être passif, s'il l'était, cesse d'être une passion, cesse d'être passif, dès que nous en formons une idée claire et distincte, c'est-à-dire une idée adéquate. Il est d'ailleurs peut-être plus explicite de dire ici une idée adéquate que de dire une idée claire et distincte, parce que l'expression d'idée claire et distincte, c'est une idée, si vous voulez, qui reste un peu trop cartésienne, qui reste un peu trop fidèle au vocabulaire de Descartes. Et il ne suffit pas qu'une idée soit claire et distincte par elle-même. Il ne suffit pas qu'une idée soit claire et distincte. Il faut que cette idée s'intègre dans un réseau d'idées qui la rendent intelligible au regard du tout. Au regard du tout. Et je crois qu'ici, dans ce texte, nous avons une illustration de cette formule spinoziste. Alors ça, c'était, je dirais, là, j'ai commencé par exposer les raisons, je dirais, qui me paraissent les plus fondamentales, pour lesquelles on peut lire ce texte dans un sens spinoziste. Il y a aussi des raisons annexes, des raisons un peu secondaires, qui tiennent d'abord à ce qu'on peut savoir de Georges Semprin, qui entre dans la résistance après avoir déjà sérieusement entamé des études supérieures, dans lesquelles il a rencontré la philosophie, puisqu'il était en classe préparatoire littéraire au lycée Henri IV à Paris, et donc il a rencontré Spinoza, et il y a du Spinoza dans ce texte. Je ne dis pas explicitement, parce que le nom de Spinoza n'est jamais cité, mais lorsque il écrit, vous vous souvenez qu'il parle, il évoque deux niveaux d'innocence de ce soldat allemand. Un premier niveau, et je dirais c'est le niveau spinoziste. Oui. Il était, alors, comme si le fait de chanter cette mélodie de mon enfance, cette rengaine pleine de nostalgie, le rendait subitement innocent. Non pas personnellement innocent, il l'était peut-être de toute façon, et c'est là que Semprin est spinoziste, même s'il n'avait jamais chanté la Paloma. Peut-être n'avait-il rien à se reprocher, ce jeune soldat, rien d'autre que d'être né allemand à l'époque d'Adolf Hitler. Qu'est-ce que fait ici Semprin? Il fait état du réseau de causes nécessaires, du réseau de détermination qui, en vertu de la proposition 29 de la première partie de l'éthique, régit absolument toute la réalité, réseau dans lequel ce malheureux soldat allemand se trouve pris, on a presque envie de dire pieds et poings liés, par la nécessité. Nécessité qui le conduit à, je relis ce fragment du texte, faire partie d'une armée d'occupation, d'incarner involontairement la force brutale du fascisme. Ça, je dirais, je parlerai d'innocence spinoziste ici, si innocence veut dire, si innocence est un terme pertinent pour désigner l'état d'une personne qui n'est que ce qu'elle peut être, compte tenu de ce qu'ont été les circonstances de sa naissance, son parcours depuis sa naissance,
de ce qu'ont été les circonstances qui ont présidé à sa vie, depuis le commencement, à son éducation, et donc par conséquent aussi à sa vie prénatale, parce que notre destinée spinoziste, si on peut parler de destinée, mais il faudrait mieux parler de notre détermination spinoziste, évidemment elle commence dès avant notre naissance et même dès avant notre conception, parce que notre être commence à se former avant même que se soit formé l'embryon dont nous serons appelés quelque temps plus tard à sortir. Donc voilà ce que j'appellerais cette innocence spinoziste, et ça c'est très cohérent. Alors, il suffit de connaître un peu l'œuvre de Semprin, d'avoir lu d'autres textes, et je vous invite à lire en particulier un texte qu'il faut lire avant celui-ci, avant l'écriture ou la vie. Il faut lire Le Grand Voyage. Le Grand Voyage, qui est alors plus spécialement le récit de sa déportation, et notamment le récit du voyage proprement dit de France jusqu'à de Grunewald dans les wagons plombés. Donc, le voyage dont il est question dans le titre, c'est évidemment ce voyage, c'est évidemment le voyage au sens plus large que constitue le séjour en déportation, et évidemment c'est un voyage d'une autre nature encore, à un degré plus élevé, c'est un voyage qu'on peut dire, c'est un voyage spirituel, l'expérience de la déportation. Eh bien, si vous lisez Le Grand Voyage, vous trouverez donc ce récit, et dans ce récit reviennent de façon assez fréquente des passages, notamment un dialogue avec Semprin, entre Semprin et le soldat allemand qui a pour mission de le garder dans la prison d'Auxerre. Et dans ce dialogue, Semprin tente d'expliquer à ce soldat allemand que d'une certaine façon, il est pleinement responsable du rôle qu'il joue, du statut qu'il assume, de la fonction qu'il remplit, et qu'en même temps, il n'y peut rien. Il en est pleinement responsable, puisque lorsque le soldat allemand lui dit « Mais moi, si je suis ici, vous savez, j'ai pas le choix, vous savez, quand vous êtes allemand, que c'est la mobilisation, quand vous êtes allemand et que vous avez votre famille en Allemagne, vous pensez pas beaucoup à déserter. » Semprin lui répond « Mais tu dis que tu n'as pas le choix, enfin il le vous voit, hein. Vous n'avez pas le choix, vous avez parfaitement le choix, vous pouvez déserter. D'autres l'ont fait, d'autres Allemands, après tout, ont héroïquement résisté au nazisme, l'ont souvent d'ailleurs payé extrêmement cher. Vous pouviez le faire, vous aviez la possibilité de le faire. Alors évidemment, le pauvre soldat, oui, bien sûr, je pouvais, mais enfin je ne pouvais pas. Bon. Et en un sens, il est vrai qu'il ne pouvait pas, et il est vrai aussi qu'il pouvait. Et c'est dans ce piège que Semprin le met, lui disant, voilà, vous aviez toute liberté de refuser d'assumer ce rôle, cette fonction, vous l'avez choisi, et bien maintenant, il va falloir en vivre les conséquences, il faut boire il faut boire le vin jusqu'à la lie, et la lie, d'ailleurs, ça consistera pour ce soldat allemand à partir tout juste après, quelques jours après, pour le front de l'Est. Ce qui d'ailleurs détermine dans la bouche de ce soldat cette remarque, il dit à Semprin, bah, vous devez être bien content que je parte pour le front de l'Est. Et Semprin lui répond, non, pas du tout, je suis très triste pour vous, et ça me chagrine vraiment, réellement, parce que je ne vous souhaite que du bonheur. Mais, ben voilà, vous avez assumé ce rôle, il faut... Mais en même temps, Semprin est parfaitement conscient que, eh bien, il n'a finalement comme tort à se reprocher que d'être né au mauvais moment, au mauvais endroit. Et vous retrouverez des considérations de ce genre dans l'épisode du Grand Voyage, au tout début du livre, lorsque le train des déportés se trouve arrêté dans la gare de Trèves. Il est arrêté, immobilisé dans la gare de Trèves, et ce train est en but aux réactions des Allemands qui se trouvent sur les quais. Je vous laisse découvrir ce texte, hein. Ce sont de grands livres. Et je pense que de commencer par le Grand Voyage, poursuivre par l'écriture ou la vie, je pense que c'est une expérience, voilà, qu'il faut faire. Alors, voilà, ce qui fait, au fond, de l'action de Semprin quand il tire, une action droite, c'est que c'est une action. Voilà, c'est que là, il agit vraiment, c'est vraiment lui. C'est vraiment lui qui fait ce qu'il fait, alors que ce pauvre soldat, là, qui va se rafraîchir au bord de la rivière pour s'octroyer un moment de répit dans cette occupation qui probablement à lui aussi pèse
et pour qui ce n'est pas une partie de réjouissance, même si sans doute il est bien content d'avoir été affecté quelque part en Bourgogne, plutôt que sans doute ailleurs en Europe, plus à l'est. Mais enfin, ce n'est sûrement pas une partie de plaisir. Il s'offre un moment de, on va dire, de détente, au sens le plus propre du terme. Et celui-là, il vit tout entier sous le régime des idées inadéquates. Enfin, tout entier, non, parce que personne ne vit jamais tout entier sur le mode de l'inadéquation ou de la passivité. De même que personne, à part Dieu, je l'avais dit, ne vit tout entier sur le mode de l'activité. Mais il est évident que c'est une victime. C'est une victime. Et nous verrons un peu plus tard ce qu'il faut faire de cette vérité que c'est une victime de la détermination universelle au sein de laquelle il s'est trouvé pris au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça, nous y reviendrons un petit peu plus tard, mais sans doute après les vacances. Voilà. Et donc, l'esprit est actif. L'esprit est actif. Autant quant à la connaissance que quant au désir, aux affects et à l'action, pour autant qu'il s'efforce de persévérer dans son être, mais dans cet être qui est véritablement cet être, c'est-à-dire qui traduit, qui exprime sa puissance propre de pensée, sa puissance propre d'automate spirituel. Le soldat allemand, c'est l'anti-automate spirituel. Automate spirituel dont la figure de Samprin offre en revanche une assez bonne illustration. Alors, disons que le caractère passif ou actif d'un affect se détermine sur le seul critère de la proportion d'idées inadéquates et d'idées adéquates auxquelles cet affect peut être rapporté. Voilà. La loi générale, si vous voulez, le caractère actif ou passif d'un affect, eh bien, est directement proportionnel au rapport d'adéquation et d'inadéquation dans les idées dont cet esprit est, je rappelle le mot de Spinoza, constitué. Voilà. Et très important ce mot constitué. Hein. L'esprit est constitué, c'est un terme qui est utilisé à la voix passive. Ce n'est pas les idées adéquates que cet esprit a, si vous voulez, la force héroïque de former contre tout ce qui pourrait le déterminer à penser sur le mode de l'inadéquation. Certes, c'est la puissance de cet esprit qui s'exprime par ces idées adéquates. C'est sa puissance qui s'exprime par les idées adéquates et qui va donc s'exprimer par les affects actifs. Mais cette puissance, ce n'est pas une puissance, on va le voir, ça je vais y insister plus tard, ce n'est pas une puissance que le sujet a le pouvoir de mobiliser par décret. Être puissant spirituellement, avoir beaucoup d'idées adéquates, ça ne se décrète pas, et par conséquent, avoir des affects actifs, ça ne se décrète pas non plus. Alors, voilà ce qu'on peut dire de cet épisode, me semble-t-il. Je résumerai de la façon suivante l'ensemble de ce que nous avons jusqu'à présent parcouru. Il y a deux façons pour un individu humain de vivre son existence. Il y a deux façons pour un individu humain de vivre. J'allais dire de conduire, mais le terme ne conviendrait pas, justement. Je vais dire pourquoi. De vivre son existence. Parce qu'il y a deux façons. D'abord parce qu'il y a deux façons de connaître les choses extérieures, selon l'imagination, selon la raison. J'insiste bien, je dis, il y a deux façons de connaître les choses extérieures, imagination et raison. L'imagination est un mode de connaissance. C'est déjà un mode de connaissance, il faut bien y revenir. De la même façon que j'ai dit la dernière fois qu'il n'y avait pas chez Spinoza de dévalorisation des affects, il n'y a pas de dévalorisation... Alors, il n'y a pas de dévalorisation des affects en général, du tout. Il y a des affects passifs, des affects actifs. L'affectivité n'est pas d'évaluer au regard de la raison. Il y a une dévaluation de l'imagination, bien entendu, puisque l'imagination, ce n'est pas la droite manière de penser. Mais cette dévaluation ne va pas jusqu'à affirmer qu'il faudrait qu'il n'y ait plus du tout d'imagination, puisque l'imagination, c'est une nécessité à laquelle nous ne pouvons pas échapper. Personne ne coupe à
une part de soi-même fonctionnement sur le régime de l'imagination. Et donc, il y a deux façons pour l'individu de vivre son existence, parce qu'il y a deux façons, d'une part, de connaître la passivité selon le hasard des rencontres, mode de l'imagination, l'activité selon la nécessité interne de mon essence d'esprit, de mon essence intellectuelle, à savoir la compréhension rationnelle. D'où découlent deux façons de vivre son affectivité. De ces deux manières de vivre la connaissance découlent deux façons de vivre l'affectivité, suivant toujours la nécessité interne de sa tendance à persévérer dans l'être, de son conatus, ou selon l'action des choses extérieures. Cela fait deux pôles pour l'existence, dont j'ai déjà dit qu'ils ne divisent pas l'existence humaine, par exemple, en deux périodes, en périodes différentes. Il n'y a pas des moments où on est actif, des moments où on est passif. Et par exemple, il est hors de question d'imaginer qu'un humain puisse passer d'un régime général de passivité au cours de son existence et d'entrer dans un régime d'activité, bon ça c'est la flèche du temps, d'entrer dans un régime d'activité du moment où il a découvert la sagesse. Par exemple, parce qu'à ce moment, il a lu l'éthique de Spinoza. Il a lu et compris l'éthique de Spinoza, ce qui ferait passer de la passivité à l'activité. Absolument pas. Il se passe ceci, qu'il a vécu pendant longtemps peut-être sur le mode principal de la passivité, et ce mode a pu s'inverser grâce à la lecture de l'éthique, c'est-à-dire certainement pas en un instant. Certainement pas en un instant, parce que si c'est vraiment la lecture de l'éthique qui l'a fait passer du régime des idées inadéquates au régime des idées adéquates, par conséquent, du régime des affects passifs au régime des affects actifs, eh bien, ça ne s'est pas passé en un instant. Parce que la lecture de l'éthique, ça, vous avez dû vous en apercevoir, si vous avez fait un petit peu la tentative, même pas sur la totalité du livre, ça prend du temps. Et de toute façon, le passage d'un état de passivité à un état d'activité, et inversement, parce que c'est réversible, c'est toujours réversible, c'est un processus. C'est un processus. C'est pour ça, d'ailleurs, on verra que le concept crucial chez Spinoza, ce n'est pas celui de liberté, c'est celui de libération. C'est celui de libération. L'important, c'est le processus. L'important, c'est le mouvement. On n'est jamais totalement libre, seul Dieu l'est. Mais l'important, c'est de progresser. Alors, donc, ça ne divise pas une existence humaine en deux périodes, l'une de passivité et l'autre d'activité. Ça ne divise pas plus l'humanité en humain passif et humain actif. Spinoza, je crois que je l'avais dit, oppose souvent les sages aux insensés. C'est une opposition qui revient assez souvent sous sa plume, dans la correspondance en particulier. Les sages, les insensés. Mais il n'y a pas d'un côté les sages, de l'autre côté les insensés. Nous sommes tous affectés par certaines formes de folie, entre guillemets, parce qu'il ne s'agit pas de folie au sens psychiatrique. Et même le plus déraisonnable des hommes, je dirais, est incapable de penser sans mettre dans ses pensées une part de cette activité qui est son essence même, à savoir la raison. Aucun, bien entendu. Alors, je dirais que n'importe quel mode fini est toujours la réalisation, on aurait envie de dire presque l'incarnation d'un mélange des deux aspects, d'activité et de passivité, dans des proportions qui varient constamment. Notamment en fonction des circonstances, bien sûr, parce que vous savez, même le plus sage, même celui qui a constitué le stock le plus abondant et le mieux structuré d'idées adéquates, il n'est jamais à l'abri de se trouver dans une situation telle qu'il lui soit très difficile et quelquefois impossible de le conserver. Il peut par exemple vivre un malheur personnel, tel que certains aspects de l'affectivité passive prennent tout d'un coup une place qui conduit à la liquidation massive des affects actifs, parce que ça conduit à la liquidation des idées adéquates. De la même façon que l'inverse est possible aussi, même celui qui est très mal parti peut arriver à constituer un stock d'idées adéquates à partir duquel ces affects retrouveront le statut d'activité
qui est conforme à sa nature propre. Quand je dis un stock, c'est quand même pas une image très, très adéquate, parce que l'idée de stock de connaissances, ou d'inadéquate, l'idée de stock d'inadéquate fait penser à une espèce de magasin ou de meuble dans lequel il y aurait des tiroirs, dans lesquels on pourrait stocker des idées adéquates. Mais, et c'est pour ça que l'idée de, le concept d'idée claire et distincte me paraît moins, je dirais, moins explicite que celui d'idée adéquate, parce que ce qui fait l'intérêt des idées adéquates, ce n'est pas que ce sont des idées vraies en tant qu'elles se rapportent à un objet, ce n'est pas que ce sont des idées vraies en ceci qu'elles sont conformes à leur idéa, adéquate au sens ancien du terme. Ce qui fait l'intérêt des idées adéquates, c'est qu'elles sont structurées dans l'univers mental, intellectuel, total, c'est-à-dire dans l'entendement divin. Les idées sont adéquates en tant qu'elles se structurent dans notre esprit, comme elles sont agencées, organisées dans l'entendement divin. Et c'est pour ça qu'on ne constitue pas un stock d'idées adéquates, comme par exemple, on apprend toute une série d'idées vraies, si par exemple on a décidé de mettre toutes ses chances avant de se présenter, toutes ses chances de son côté avant de se présenter, je ne sais pas, à Question pour un champion ou au jeu des 1000 euros. Ce qu'on peut toujours faire, hein. Vous pouvez avoir... Il y a des gens, hein, vous en connaissez des gens comme ça, ils ont un tiroir, ils ont un grand meuble avec un tiroir histoire, un tiroir géographie, un tiroir art, un tiroir cinéma, un tiroir littérature. Bon, ça s'appelle l'érudition, terme qui a déjà une petite valeur, je dirais, péjorative, même si l'érudition, ça peut servir. Mais enfin, les idées adéquates, c'est pas ça du tout. Hein, c'est pas ça du tout. Ce qui fait l'adéquation des idées, c'est le rapport qu'elles entretiennent avec d'autres idées. Voilà, donc, je dirais, vivre une vie éthique et comment dire, poursuivre un idéal éthique, c'est travailler à conférer aux affects actifs une prévalence, une prédominance, une prépondérance sur les affects passifs en s'efforçant, c'est travailler je dirais, établir dans le sens, toujours dans la proportion la plus favorable, la prévalence des affects actifs sur les affects passifs, en s'efforçant de penser le plus possible sur le mode des idées adéquates. Tout en soulignant, cette phrase que je viens de prononcer, évidemment, je l'assume complètement, mais j'ajoute ceci, que toute la question est de savoir de quoi, de qui dépend cette capacité de faire l'effort, de vivre, de penser selon le mode des idées adéquates. Et c'est là qu'évidemment, le spinozisme nous place a priori devant une très grande difficulté. Mais au fond, si je suis pris dans ce réseau de causalité, ce réseau de détermination par des causes nécessaires, au fond, qu'est-ce que j'y peux, moi, à former plus d'idées adéquates que d'idées inadéquates? En quoi, finalement, mon destin intellectuel, donc le destin de mes affects, donc mon existence, et donc la possibilité du salut ou de la béatitude, en quoi tout cela est-il, au fond, à ma disposition? En quoi tout cela est-il entre mes mains? Est-ce que ce n'est pas plutôt entre les mains d'une espèce de destin ou de fatalité? Et c'est là que maintenant nous pouvons entrer dans un point qu'il faut absolument développer, qui est celui de ce qu'on peut entendre dans un contexte spinoziste par l'idée, par le mot de liberté. Nous sommes toujours dans la deuxième partie, donc ça c'est le point 2.8. Eh bien, il va s'agir de réfléchir sur cette idée de liberté, car évidemment, enfin, si vous aimez la liberté, levez la main pour ceux qui ne se reconnaissent pas dans cet amour de la liberté, dans cette préférence pour la liberté. Si vous pensez que la liberté est une valeur qui mérite qu'on la prenne en considération, qu'on la cultive et qu'on essaye, disons, d'accéder au degré le plus élevé de liberté, eh bien, je pense que vous avez dû trouver, je suppose, j'espère que vous avez trouvé, comment dire, l'atmosphère spinoziste assez, je ne dis pas irrespirable, mais enfin, peut-être peu compatible avec la poursuite de cet idéal. Parce qu'enfin, nous voilà pris dans un immense réseau, une immense chaîne de nécessité causale, de ce qu'il faut bien appeler déterminisme. Mais attention, quand je parle du déterminisme spinoziste, et j'utilise souvent cette expression,
ne sais pas si j'ai déjà fait cette mise au point, mais si j'ai déjà fait, un des principes fondamentaux de la pédagogie étant la répétition, je m'autorise ici le radotage. Le déterminisme n'est pas un destin. Ce n'est pas un destin, c'est pas c'était écrit. Ça veut dire que tout ce qui arrive provient d'une cause et que tout ce qui arrive détermine des effets. Tout est à la fois causé et causant, tout est à la fois cause et effet, simultanément. Voilà ce que ça veut dire déterminisme, rien de plus. Et qu'à partir de là, on peut ajouter ça pour mieux faire comprendre ce que veut dire déterminisme. À partir de là, on peut faire l'hypothèse que si nous connaissions exactement l'état du monde présent et toutes les lois qui gouvernent les relations de cause à effet, eh bien nous pourrions prévoir, à partir de l'état de l'instant présent, ce qui arrivera un peu après, ou très longtemps après. Bon, c'est ça que signifie l'idée de déterminisme. Alors, Spinoza ignore ce mot, il ne l'utilise pas du tout, mais je le prends, quand j'en parle pour parler de la philosophie de Spinoza, je n'en parle pas du tout au sens d'un destin, d'une prédétermination, d'une prédestination. Hein, c'est pas du tout ça. Pas du tout ça. C'est vraiment l'idée de la physique, l'idée de la détermination causale de toute chose par des facteurs externes ou internes. Alors, qu'en est-il de la liberté? Eh bien, ici, nous pouvons partir d'une phrase qu'on trouve, je crois bien que j'ai un petit peu de retard sur le blog, je vais mettre ça à jour là pendant les vacances, rassurez-vous, ça va arriver assez vite. On peut partir d'une phrase qui se trouve dans le Scoli de la proposition 35 de la deuxième partie. Donc, deuxième partie de l'éthique, proposition 35, Scoli. Alors Spinoza écrit ceci, c'est d'ailleurs une des formules les plus célèbres de l'éthique, les plus souvent citées, mais c'est aussi une formule qui a précipité un grand nombre de lecteurs de Spinoza dans des contresens extrêmement fâcheux. Voici cette phrase et j'expliquerai en quoi ensuite consiste le contresens. Les hommes se trompent quand ils se croient libres. Les hommes se trompent quand ils se croient libres, point virgule. Les hommes se trompent quand ils se croient libres parce que cette opinion consiste, car cette opinion consiste en cela seul, qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes qui les déterminent. Les hommes se trompent quand ils se croient libres, car cette opinion consiste en cela seul qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes qui les déterminent. Alors, je n'ai plus le texte latin en tête, je ne l'ai pas sous les yeux, donc je ne peux pas vous dire si le pronom les causes qui les déterminent, renvoient aux actions ou aux hommes eux-mêmes. Je pense que c'est plutôt les hommes, parce que les hommes se trompent quand ils se croient libres, car cette opinion consiste en cela seul qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorant des causes qui les déterminent à agir de telle ou telle façon. Mais peu importe, ça ne change en fait rien d'important. Alors, cette phrase, je le disais, a suscité un contresens général qu'on trouve jusque et y compris dans les manuels de philosophie. Bon, pas dans les très bons, mais un certain nombre de textes, de commentaires de Spinoza, vous allez trouver ça dans des, je sais pas moi, dans les corrigés du bac, etc. Pas chez un grand commentateur de Spinoza, évidemment. Mais enfin, on a fait sur cette formule un contresens dont d'ailleurs Spinoza n'est peut-être pas tout à fait innocent. Le contresens consiste à dire, finalement, bon voilà, nous voilà pris, ficelés, pieds et poings liés, dans tout un réseau de causes et d'effets qui ne nous laisse finalement pas d'autre possibilité que de le comprendre, de le connaître et de nous y résigner. De le comprendre, puisque bien sûr nous avons la capacité de connaître lorsque nous en avons les moyens intellectuels, le courage peut-être, nous avons les moyens de connaître grand nombre des déterminismes qui pèsent sur nous, qui pèsent sur nos choix, sur nos décisions, sur notre capacité à persévérer dans ces décisions, évidemment sur nos idées aussi. Eh bien voyons, soyons conscients de tout cela, eh bien
contemplons ce déterminisme universel, sachons que nous y occupons une petite place, mais qu'à cette place, nous ne pouvons finalement rien y changer, et que toute notre liberté, au fond, consiste à être conscient de notre servitude. Voilà. Alors ça, ce n'est pas le spinozisme. Ça, ce n'est pas le spinozisme, même si c'est quelquefois sous ce visage-là qu'il a été présenté. Je répète, dans certaines entreprises de vulgarisation, c'est un peu comme ça, quelquefois, que le spinozisme nous est présenté, nous est offert, comme une espèce de philosophie de la résignation absolue, résignation qui définirait la sagesse elle-même, la sagesse consistant à acquérir une pleine conscience de notre servitude, à contempler cette servitude et à nous y résigner sur le mode d'un fatalisme qu'à l'époque de Spinoza, l'expression n'est pas de Spinoza, elle est de Leibniz, mais c'est ce que Leibniz appelait, il appelait ça, alors je vous donne le fatum, la fatalité, à la mode, alors, Mahometanum. Le fatum, la fatalité, le destin mahométan, le destin musulman, si vous voulez. Alors bon, c'est un cliché qui est très bien connu, hein. C'est l'idée de la soumission à la volonté divine, l'idée de la soumission à Dieu, la soumission aux décisions, aux verdicts de Dieu. Ça, c'est ce que Leibniz s'appelle le fatum mahométanum, la fatalité mahométane. Et c'est une expression qu'on va retrouver assez souvent chez Voltaire aussi, et chez d'autres penseurs du XVIIIe siècle, qui ont une tendance, alors là évidemment, qui serait très certainement contestée, et qui est assurément contestable aux yeux d'un spécialiste de la pensée islamique, qui ont cette conception que voilà, un musulman ne peut être que résigné à son impuissance totale face au cours du monde. Alors, ce n'est pas le spinozisme, ce n'est même pas, par exemple, ce n'est même pas cette résignation à une servitude dont nous avons simplement la possibilité de prendre connaissance, ce n'est même pas, par exemple, le stoïcisme. Il y a cet aspect dans le stoïcisme, il y a cet aspect de résignation, ça c'est indiscutable. Vous lisez Épictète, vous lisez Marc Aurèle, vous lisez Sénèque, surtout Épictète, je dirais, vous y trouverez cette dimension de résignation, en effet, qui nous a été transmise, d'abord parce que le stoïcisme est passé dans la culture occidentale, dans la littérature en particulier, il occupe encore aujourd'hui une grande place, et le stoïcisme c'est tout autre chose qu'un courant philosophique, hein. C'est devenu un pan de la culture occidentale européenne, et vous savez, c'est de ce dont nous avons hérité, dans une expression que tout le monde connaît, prendre les choses avec philosophie. Voilà. Prendre les choses avec philosophie, c'est-à-dire finalement se résigner à ce que les choses soient ce qu'elles sont, jusqu'à même aller jusqu'à ne pas chercher à les transformer. Alors ce n'est pas le spinozisme, ce n'est pas non plus le stoïcisme. Alors là, ça fait longtemps que j'aurais envie de passer toute une année à commenter un texte d'Épictète, par exemple le manuel, pour montrer que le stoïcisme est une philosophie de l'action, et pas de la... Alors, de l'action résignée, en un sens, oui, mais pas de la résignation au sens de la résignation passive, inactive. Ce n'est pas une philosophie des bras croisés, pas du tout. Et d'ailleurs, ce n'est quand même pas pour rien que l'un des plus grands représentants du stoïcisme moral, le plus tardif en tout cas, et l'un des plus connus, Marc Aurèle, n'avait pas quand même répugné à exercer les fonctions d'empereur. On n'est pas empereur si on vit sur l'idée qu'on ne peut rien changer à rien dans le monde. Je ferme la parenthèse sur le stoïcisme et je reviens à Spinoza. La formule que j'ai lue, donc je la répète, les hommes se trompent quand ils se croient libres, car cette opinion consiste en cela seul qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes qui les déterminent. Cette phrase a suscité le contresens que je viens de décrire. Spinoza est un peu responsable, puisqu'il écrit « Les hommes se trompent quand ils se croient libres ». Ce qu'il pourrait laisser supposer au lecteur de cette proposition 35 de la deuxième partie, ou plutôt de son scoli, ce qui pourrait laisser supposer que, au fond, il faut renoncer à l'idéal de liberté. Mais dans la suite de ce scoli,
Spinoza continue en disant ceci, toujours parlant des hommes. Leur idée de la liberté consiste donc en ceci, qu'ils ne connaissent aucune cause à leur action. Leur idée de la liberté consiste donc en ceci, qu'ils ne connaissent aucune cause à leur action. Leur idée de la liberté consiste donc en ceci, qu'ils ne connaissent aucune cause à leur action. Ils se croient libres parce qu'ils sont ignorants. J'attire votre attention sur le premier mot. Leur idée de la liberté. Leur idée de la liberté, eh bien ça veut dire qu'il y en a une autre. Voilà. Ça veut dire qu'il y en a une autre. Eux, les hommes, le vulgaire, si vous voulez, on pourrait dire les insensés, là encore, le vulgaire se trompe en se croyant libre parce qu'il a de la liberté une idée qui est une idée illusoire en ce sens que elle repose sur l'identification de la liberté à l'absence de cause. Ils ne voient pas de cause à leurs actions, ils connaissent leurs actions, ils sont conscients de ce qu'ils font, mais ils ne sont pas conscients de ce qui leur fait faire ce qu'ils font. Et donc, ils se croient libres, puisque pour eux, justement, être libre, c'est ça, c'est agir sans que l'action qu'on accomplit n'ait été déterminée par rien qui soit une cause. Et c'est là-dessus que repose leur... au fond, c'est une double ignorance. Ils ignorent les causes qui les font agir, et ils ignorent la vraie nature de la liberté qu'ils confondent avec l'absence de cause. Et donc, je dirais, pour eux, tout va bien. Ils ne sentent pas les causes de leurs actions. Ils croient qu'être libre, c'est agir sans que l'action qu'on accomplit soit déterminée par une cause. Et donc, ils se croient libres, et ils sont très fiers d'être libres, et ils vont même, d'ailleurs, jusqu'à accorder à cette faculté de se déterminer librement, de choisir librement, de décider librement, d'agir librement. Ils vont même jusqu'à accorder à cette idée une espèce de privilège anthropologique démesuré qui consiste à faire de cette liberté, au fond, le fondement de la valeur de l'humain, de la dignité, de ce qu'on appelle la dignité humaine. En quoi consiste la dignité humaine? Eh bien, pour ceux qui ont cette idée de la liberté, eh bien, elle consiste tout simplement à avoir cette capacité que n'ont pas les choses, que n'ont pas les bêtes, à se déterminer soi-même, et donc vouloir librement et s'élever ainsi à un degré de valeur absolue, puisque la définition de la dignité, c'est ça. La dignité, c'est une valeur absolue. C'est ce qui fait la différence, ça Kant l'explique très bien, c'est ce qui fait la différence entre la dignité et le prix. Voilà. Un prix, c'est relatif. C'est relatif à ce que vous êtes disposé à payer pour l'usage que vous avez de la chose. C'est relatif au prix d'autres choses, disons de nature voisine. Donc un prix est toujours relatif, il est relatif à une époque, il est relatif à un marché, alors que la dignité est absolue, et c'est pour ça qu'elle ne se mesure pas en particulier. Je laisse de côté ces distinctions. Je suis bien obligé de vous dire, même si je m'expose au risque de faire fuir une partie d'entre vous et de retrouver mon amphi vidé d'un tiers de ses assistants à la rentrée des vacances de Pâques, mais Spinoza est un philosophe pour qui il n'y a rien d'absolu, sinon Dieu, le Dieu nature, le Dieu substance, qui lui est absolu en un sens, au sens propre du terme absolu, au sens où il ne dépend de rien. Il ne dépend de rien puisqu'il n'y a que lui. La nature spinoziste, il n'y a qu'elle, elle ne peut dépendre de rien, et c'est la définition de l'absolu. Un pouvoir absolu, c'est un pouvoir qui n'a le compte à rendre à personne, à rien d'autre que lui-même. Ben pour Spinoza, il n'y a rien d'absolu sinon la nature, Dieu, la substance, sinon tout est relatif. Tout est relatif, et par conséquent, même si certains ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient pour sauver en contexte spinoziste l'idée de dignité humaine, je pense que en contexte spinoziste, il ne peut pas y avoir de place pour une notion, à moins disons, pour autant qu'on la prenne au sérieux, pour autant qu'on lui donne un vrai contenu, pour la notion de dignité humaine. Et j'ajouterais même, alors là je ferai une confidence, que dans la mesure où je me sens assez proche d'une philosophie comme celle de Spinoza, je tiens en effet l'idée de dignité humaine pour une idée qui est probablement, dans son fondement, dans sa nature même, illusoire. Ce qui n'empêche pas qu'il faille la proclamer, l'inscrire sur des déclarations, la placarder sur les murs des hôpitaux et des établissements scolaires, si vous voulez. Je
j'ai pétitionné 100 fois, j'ai manifesté, j'ai défilé contre toutes sortes d'atteintes à la dignité humaine, c'est pas le problème. Je pense simplement, philosophiquement, c'est une notion qui, je crois, si on la prend vraiment au sérieux, si on accorde à l'idée de dignité un statut de valeur absolue, eh bien, je crains que cette idée ne renvoie à rien de réel. C'est en ça que, justement, là, je me considère comme assez proche d'une philosophie comme celle de Spinoza. Bon, alors, leur idée de la liberté consiste donc en ceci qu'ils ne connaissent aucune cause à leur action. Leur, ça veut dire qu'il y en a une autre. Il y en a une autre, celle que je vais vous exposer, et qui d'ailleurs se trouve exposée très tôt dans l'éthique, puisqu'elle se trouve déjà, la liberté définie, dans la 7e définition de la première partie de l'éthique. Définition 7 de la première partie, c'est une définition de la liberté. Leur idée de la liberté, et donc, il y a leur idée, et il y a celle que je vais vous proposer. Et il faut commencer par examiner celle-là, leur idée de la liberté. En quoi consiste cette idée de la liberté comme absence de détermination causale qui fait que les hommes se croient libres parce qu'ils se croient justement, disons, immunisés dans leurs décisions, dans leurs choix, dans leur volonté au pluriel, immunisés contre toute espèce de détermination causale qui viendrait contraindre leur volonté. Alors cette idée de la liberté, cette idée fausse, elle a un nom, c'est la liberté illusoire donc. Ce feutre commence à... Bon, ça va. Cette liberté illusoire, ce semblant de liberté, ou plutôt cette fausse liberté, elle a un nom, moi je parlerai de liberté mystifiée. Donc la liberté mystifiée, eh bien, elle porte un nom, elle porte le nom de libre arbitre. Le nom de libre arbitre. Ça s'écrit plutôt sans trait d'union. Alors, bon, je m'empresse de dire que lorsque nous, philosophes, utilisons l'expression de libre arbitre, nous lui donnons un sens, une signification et un contenu assez précis, plus précis que la signification dans laquelle on utilise assez couramment le mot. Vous direz assez facilement de quelqu'un, par exemple, qu'il n'a plus son libre arbitre. Il n'a plus son libre arbitre, ce qui suppose qu'il l'a eu, ou qu'il ne fait pas assez usage de son libre arbitre. Et vous direz volontiers, par exemple, qu'après tout, pour entreprendre un effort, pour y persévérer, eh bien, il suffit de faire preuve de son libre arbitre. En ce sens, rien à dire, si vous voulez, un philosophe ne va pas vous protester ça, mais l'expression a un sens pour, disons, dans le lexique de la philosophie, dans le vocabulaire de la philosophie, cette expression a un sens précis. Alors, pour comprendre cette signification, il faut revenir à disons, au sens le plus banal, que le premier venu, que tout un chacun va donner à l'idée de liberté. Il faut revenir à la définition la plus élémentaire de la liberté, définition qui est vraie. Si je vous demande, qu'est-ce que c'est qu'être libre, vous allez tous répondre en chœur la même chose. Allez-y. Cherchez pas midi à 14h. Le pouvoir d'agir. Pardon ? Le simple pouvoir d'agir. Oui, le pouvoir d'agir. Le pouvoir d'agir, on peut dire ça comme ça. Mais je pense que si vous demandez ça, allez, essayez d'imaginer la réponse que vous ferez, celui à qui vous poseriez la question, en l'imaginant le plus jeune possible. Quand est-ce que tu es libre ? Il vous dirait, je suis libre quand ? Quand je fais ce que je veux. Voilà, quand je fais ce que je veux. Donc, être libre, c'est faire ce qu'on veut. C'est vrai. Vous allez voir, enfin, Spinoza n'entend pas du tout remettre en question cette définition. Et je crois que cette définition... Alors, je vais en partir ici pour expliquer ce que veut dire libre arbitre, et ensuite pour rebondir sur l'idée que Spinoza se fait de la liberté humaine. Mais oui, la liberté est quelque chose qui se joue dans le rapport à la volonté. Nous voulons. Sommes-nous libres ? Oui. Alors, pour l'immense majorité d'entre nous, et dans l'acception, dans la signification la plus banale, quand
cette volonté peut trouver la possibilité de son accomplissement dans un faire. Je suis libre quand je fais ce que je veux, c'est-à-dire que, par exemple, l'oiseau n'est pas libre parce qu'on peut supposer qu'il veut sortir de la cage et il ne le peut pas. Le prisonnier n'est pas libre, le détenu, le séquestré n'est pas libre. En revanche, l'oiseau qui est libre, qui vit dans la nature, sans être enfermé, incarcéré dans une cage. Là, nous définissons tous la liberté comme une certaine possibilité pour la volonté de trouver à s'accomplir. Là, nous sommes, par rapport à la volonté, en aval. Mais si vous voulez comprendre ce que signifie la notion de libre arbitre, il faut s'intéresser à ce qui se passe en amont. Parce que la question, bien sûr, pour nous tous, elle est fondamentale, elle est cruciale, notamment sur le plan politique. La question de savoir si nos volontés, si ce que nous voulons, peut déboucher sur un faire, peut s'accomplir dans une action. Ça, c'est la question que nous nous posons tous lorsque nous nous demandons si nous sommes libres. Et on répondra, par exemple, je ne suis pas libre, certains vont répondre, je ne suis pas libre dans un État qui, par exemple, m'empêche, si je veux, par exemple, rouler à 120 km/h sur les routes parce que j'ai une grosse voiture qui a de très bons freins et que je suis jeune et que j'ai des bons réflexes, on m'impose une limitation de vitesse, je ne suis pas libre en ce sens. Voilà. Bon, ou je ne suis pas libre parce que l'État a décidé, par exemple, d'imposer un confinement suite à une épidémie. Les philosophes, eux, posent une autre question. Le philosophe ne dit pas du tout que ces questions-là ne sont pas pertinentes. Il est extrêmement pertinent de s'interroger sur le sort de la liberté dans un État qui impose un confinement. C'est très très pertinent. C'est même très nécessaire de s'interroger. Ça ne préjuge pas de la réponse, mais c'est très nécessaire. Mais le philosophe se pose une autre question. Il se pose la question de savoir, non pas si je peux faire ce que je veux, mais la question de savoir ce qui fait que je veux. Qu'est-ce qu'il y a en amont ? Et la question est de savoir s'il y a en amont des causes déterminantes, s'il y a des causes déterminantes, telles que ces causes aient sur ma volonté une incidence telle que je ne puisse pas vouloir autre chose que ce que je veux. Et la question n'est plus de savoir si je peux faire ce que je veux. La question est de savoir si je peux vouloir ce que je veux. C'est ça la question. Puis-je vouloir ce que je veux ? Alors, là, nous sommes devant la question elle-même. Je vais lire un passage assez long simplement pour mettre en place les éléments de cette question. Un passage assez long d'un philosophe français qui a vécu aux alentours de la moitié du XIXe siècle. Il est mort très jeune. Je ne sais plus exactement à quel âge. J'ai peut-être ça précisé. Oui, il est mort en 1862. Il est mort noyé. Je n'ai pas de détails sur cet épisode. Mais il est mort très jeune, après avoir entrepris le projet d'un ouvrage philosophique qui aurait été extrêmement considérable, puisqu'il aurait consisté en 8 livres, dont il n'a écrit qu'une partie du premier. Le titre initialement prévu pour la totalité de l'œuvre, c'était « La recherche d'une première vérité ». La recherche d'une première vérité. Ce philosophe, je n'ai même pas dit son nom, qui s'appelle Jules Lequier. Ce philosophe, on n'a rédigé qu'une partie du premier livre, du premier des 8 livres de cette œuvre, et ce livre s'intitule « Comment trouver, comment chercher une première vérité ». Comment trouver, comment chercher une première vérité. Je vais lire un passage de l'introduction à ce premier livre. L'introduction elle-même est très courte, je ne la lirai pas intégralement, mais je vais en lire un passage assez substantiel. Donc, introduction à ce premier livre intitulé « Comment trouver, comment chercher une première vérité ». Voilà un titre qui devrait, je pense, un certain nombre d'entre vous, et en particulier pour un certain nombre de ceux qui se sont montrés d'une fidélité particulière à ces séances, qui devraient immédiatement
faire signe vers au moins un nom dans l'histoire de la philosophie. Comment trouver, comment chercher une première vérité? Ben oui, d'où vient là? Oui, Descartes, ben oui, bien sûr. C'est une question cartésienne. C'est une question cartésienne. Ça, c'est une question qui constitue typiquement, au minimum, un clin d'œil à Descartes. Et sans doute plus qu'un clin d'œil, et d'ailleurs assurément plus qu'un clin d'œil, puisqu'il va bien falloir à ce monsieur Jules Lequier se situer par rapport à l'entreprise cartésienne, qui en effet commence par la recherche d'une première vérité, puisque ceux à qui il est arrivé de me suivre dans le cheminement des méditations métaphysiques, même si je n'ai jamais ici commenté ce texte des méditations métaphysiques de Descartes, ben, savent que c'est de ça qu'il s'agit. Tout le monde sait, même si très peu savent précisément de quoi il retourne et ce que cela signifie, mais tout le monde sait à peu près que Descartes commence par le doute. Il commence par le doute. Hein. Descartes n'est pas un douteur professionnel, ce n'est pas un douteur chronique, mais il commence par le doute. Il commence à récuser, ou du moins à faire comme si il ne pouvait plus être certain de rien. Et se met en quête, s'il est possible de la trouver, d'une première certitude à partir de laquelle il serait peut-être possible de reconstruire quelque chose. Première méditation métaphysique, toutes les certitudes que nous avions sont mises entre parenthèses, hors jeu. Il n'est pas affirmé que ces certitudes étaient fausses. Non, parce que ce serait évidemment simplement renverser les certitudes anciennes pour les remplacer par de nouvelles certitudes, ce qui n'est pas du tout la méthode de Descartes. La méthode de Descartes consistant à tout mettre entre parenthèses. Voilà. Provisoirement, temporairement, on met tout entre parenthèses et on cherche si, peut-être dans l'univers de ce que nous tenions jusqu'à présent pour nos certitudes les plus fermes, il y en a une qu'il est absolument impossible de révoquer en doute, ou peut-être une autre à laquelle nous n'aurions jamais pensé. Et Descartes se met en route, à la fin de la première méditation, alors la fin de la première méditation, il est perdu, il a perdu pied, l'image, c'est l'image que Descartes lui-même utilise, et il boit la tasse. Il boit la tasse parce que, voilà, il est noyé dans un océan d'incertitude universelle. Et c'est dans la deuxième méditation que, cherchant comme on fait désespérément avec ses pieds, quand on sent que voilà, on n'a plus pied, on cherche, il trouve un point ferme, et à partir de ce point ferme, il donne un coup de talon, ce qui va lui permettre de peut-être repartir vers l'acquisition de peut-être de quelques certitudes. Donc une première vérité, comment chercher une première vérité à partir de laquelle peut-être on pourrait envisager de reconstruire quelque chose. Bon, cette première vérité, Descartes la trouve au début de la deuxième méditation métaphysique, et vous savez qu'elle tient en un mot. Et quand ce mot est cogito. C'est ça. La première vérité cartésienne, c'est cogito, je pense. Première vérité irrécusable. Pourquoi? Parce que vous pouvez penser tout ce que vous voulez, sauf que vous ne pensez pas. Dans l'instant même où vous pensez, il y a une pensée que vous ne pouvez pas former, c'est « je pense que je ne pense pas ». Si vous dites « je ne pense pas », c'est une pensée, et par conséquent, la pensée « je ne pense pas » se détruit elle-même, et vous avez là une première vérité, et je vous laisse lire les 6 méditations métaphysiques pour suivre le cheminement par lequel, laborieusement, méthodiquement, minutieusement, Descartes va reconstruire un édifice de vérité à partir de cette première pierre, le cogito. Alors, nous avons ici donc un titre qui est cartésien, mais je vais maintenant lire au moins une partie du texte. Alors, que je retrouve le passage. Jules Lequier rapporte un souvenir d'enfance, un souvenir philosophique qui bien sûr
ne devient pleinement philosophique que remémoré, mais qui a déjà une signification, un poids philosophique, au moment où se produit l'événement, ici raconté. Un jour, dans le jardin paternel, au moment de prendre une feuille de charmille, je m'émerveillais tout à coup de me sentir le maître absolu de cette action, tout insignifiante qu'elle était. Faire ou ne pas faire? Point d'exclamation. Bon, là, vous avez un autre clin d'œil, mais enfin, je ne ferai pas l'injure de l'expliciter. Faire ou ne pas faire? Il y a un point d'exclamation. Tous les deux, si également en mon pouvoir. Faire ou ne pas faire, c'est-à-dire prendre ou ne pas prendre la feuille de charmille. Tous les deux, si également en mon pouvoir. Une même cause, moi, capable au même instant, comme si j'étais double, de deux effets tout à fait opposés. Et par l'un ou par l'autre, auteur de quelque chose d'éternel, car quel que fût mon choix, il serait désormais éternellement vrai quand ce point de la durée aurait eu lieu, ce qu'il m'aurait plu de décider. Évidemment, le mot ici important, c'est éternel. Ce que veut dire Jules Lequier, c'est que même si l'action de prendre la feuille de charmille et tout ce qui va s'en suivre, ce qu'il va faire de cette feuille, va-t-il la jeter, va-t-il la conserver, la placer entre les pages d'un livre, la disposer dans un herbier, eh bien, tout cela, bien sûr, va s'inscrire dans le temps, va prendre du temps, va s'inscrire dans la durée, et il pourra ensuite avoir le souvenir d'avoir pris cette feuille de charmille et d'en avoir fait, par exemple, un élément de décoration dans un herbier. Mais lorsqu'il parle ici d'éternité, c'est pour dire ceci, que le fait même qu'il aura fait ce choix de prendre, ou qu'il aura fait ce choix de ne pas prendre la feuille de charmille, eh bien, ce fait, lui, sera une vérité éternelle. C'est-à-dire que la vérité de ce fait ne dépendra plus du temps qui passe. C'est ça que veut dire éternité, qui n'est pas concernée par le temps, sur quoi le temps ne passe pas. Le temps ne passe pas sur la vérité. Nous sommes ici, nous, autant que nous sommes, et nous pourrions nous nommer un par un, rassemblés dans cette salle, à telle date, à tel instant, en tel lieu, pour telle activité, ça c'est une proposition qui est éternellement vraie. Elle est éternellement vraie au sens où la vérité de cette proposition, elle n'est pas soumise au temps, même si bien sûr ce qui est soumis au temps, c'est la connaissance de cette proposition, le souvenir de cette proposition, parce qu'il viendra un jour où plus personne ne pourra savoir, ne pourra se souvenir, ne pourra dire que telles personnes ont été réunies ici dans cet amphi du lycée Théophile Gautier à telle date pour telle activité. Mais la vérité, elle est éternelle. J'avais beaucoup insisté là-dessus l'année où, ça commence à faire un certain temps, où j'avais travaillé justement sur l'idée de vérité. La vérité est éternelle. C'est une idée à laquelle nous avons souvent du mal à nous faire. Elle est éternelle, elle est absolue. Nous n'aimons pas trop reconnaître cela, parce que ces propriétés d'éternité, d'absoluité, nous rappellent un peu trop les propriétés d'un être auquel nous tenons de moins en moins, finalement, aujourd'hui, à reconnaître une certaine réalité, c'est-à-dire Dieu. Oui, la vérité est éternelle comme Dieu même. Ça, quand Pascal écrit ça, il a absolument raison. La vérité est éternelle comme Dieu même. Évidemment, on a envie d'exister comme Dieu même, s'il existe. Mais, au fond, peu nous importe. Il suffit que nous comprenions cette idée d'éternité de la vérité. Je répète, une même cause, moi, capable au même instant, comme si j'étais double, de deux effets tout à fait opposés, et par l'un ou par l'autre, auteur de quelque chose d'éternel, car quel que fût mon choix, il serait désormais éternellement vrai qu'en ce point de la durée aurait eu lieu ce qu'il m'aurait plu de décider. Je ne suffisais pas à mon étonnement. Je m'éloignais, je revenais, mon cœur battait à coups précipités. Évidemment, il est impossible je ne sache pas que nous ayons quelque source que ce soit pour juger de la véracité de ce récit, de la sincérité de ce récit, de ce souvenir d'enfance. Il peut être sincère et reconstruit complètement, il peut être imaginé, peu importe. J'allais mettre la main sur la branche et créer de bonne foi, sans savoir, un mode de l'être, quand je levai les yeux et m'arrêtais à un léger bruit sorti du feuillage.
Un oiseau effarouché avait pris la fuite. S'envoler, c'était périr. Un épervier qui passait le saisit au milieu des airs. C'est moi qui l'ai livré, me disais-je avec tristesse. Le caprice qui m'a fait toucher cette branche, et non pas cette autre, a causé sa mort. Ensuite, dans la langue de mon âge, la langue ingénue que ma mémoire ne retrouve pas, je poursuivais. Tel est donc l'enchaînement des choses. L'action que tous appellent indifférente est celle dont la portée n'est aperçue par personne, et ce n'est qu'à force d'ignorance que l'on arrive à être insouciant. Qui sait ce que le premier mouvement que je vais faire décidera dans mon existence future? Peut-être que de circonstance en circonstance, toute ma vie sera différente, et que plus tard, en vertu de la liaison secrète, qui par une multitude d'intermédiaires rattache aux moindres choses des événements les plus considérables, je deviendrai l'émule de ces hommes dont mon père ne prononce le nom qu'avec respect, le soir, près du foyer, pendant qu'on l'écoute en silence. Ô charme des souvenirs! La terre s'embrasait au feu du printemps, et la mouche vagabonde bourdonnait le long des allées. Devant ces fleurs entr'ouvertes qui semblaient respirer, devant cette verdure naissante, ces gazons, ces mousses remplies d'un nombre innombrable d'hôtes d'hiver, à ces chants, à ces cris, qui tranchaient par intervalles sur la sourde rumeur de la terre en travail, si continue, si intense, et si douce qu'on eût cru entendre circuler la sève de rameau en rameau, et bouillonner dans le lointain les sources de la vie, je ne sais pourquoi j'imaginais que depuis ma pensée jusqu'au frémissement le plus léger et le plus chétif des êtres, tout allait retentir au sein de la nature, en un centre profond, cœur du monde, conscience des consciences, formant de l'assemblage des faibles et obscurs sentiments isolés, dans chacune d'elles, un puissant et lumineux faisceau. Et il me parut que cette nature, sensible à mon angoisse, cherchait en mille façons à m'avertir. Tous les bruits étaient des paroles, tous les mouvements étaient des signes. Debout au pied d'un vieil arbre, je le regardais avec inquiétude et avec une sorte de déférence, quand, la brise passant, il inclinait ou secouait lentement sa tête chenue. Quel est cet oiseau de proie dont j'affronte les cerfs, disais-je en moi-même, ou quel est ce sort glorieux que je me prépare? Toutefois, j'avançai la main, je saisis la feuille fatale. Mais, si cette détermination présente, au lieu de commencer une suite d'événements, continuait la suite des événements passés par un autre dès longtemps certain, pour quelque être supérieur à moi, et arrivant à son heure dans cet ordre général que je n'avais point fait. Si me sentir souverain dans mon fort intérieur, c'était au fond ne sentir pas ma dépendance. Si chacune de mes volontés était un effet avant d'être une cause, en sorte que ce choix, ce libre choix, ce choix en apparence aussi libre que le hasard, eût été réellement, n'y ayant point de hasard, la conséquence inévitable d'un choix antérieur, et celui-ci la conséquence d'un autre, et toujours de même à remonter jusqu'à ces temps dont je n'avais nulle mémoire. Ce fut dans mon esprit comme l'aube pleine de tristesse d'un jour révélateur. Une idée. Ah, quelle idée, quelle vision, j'en suis ébloui. L'homme aujourd'hui, en rassemblant les réminiscences de ce trouble extraordinaire qu'éprouva l'enfant, l'éprouve de rechef. Je ne peux plus distinguer les angoisses de l'un des angoisses de l'autre. La même idée terrible, irrésistible, inonde encore de sa clarté mon intelligence, occupant à la fois toute la région et toutes les issues de la pensée. Je ne sais comment peindre le conflit de ces émotions. Bon, c'est quand même un temps où les philosophes écrivaient. Hein. Bon, on peut trouver d'ailleurs que c'est trop écrit. On peut trouver quand même que bon, ça pourrait n'être pas moins philosophique tout en étant moins fleuri. Mais il faut reconnaître que, bon, il y a un style. Ce livre, alors, qui n'est, je répète, qu'une infime partie d'un projet immensément plus vaste, est disponible dans une petite édition dont les livres sont d'une très belle facture. Ce sont les éditions Alia, A2LIA, l'édition Alia. Je vois que j'avais déboursé pour ce livre la très modique somme de 6,10 €. Je ne sais pas si c'est toujours le prix. Mais alors, c'est une collection qui a des présentoirs dans les librairies assez souvent. Oui. Vous avez souvent un présentoir des éditions Alia. Donc ces petits livres qui sont des textes rares, des textes
qu'on ne trouve pas dans d'autres éditions, quelquefois des extraits d'œuvres plus longues, et ce sont de très jolis livres que je vous recommande de regarder dans les présentoirs des éditions Alia. Alors, les bonnes librairies, voilà, les bonnes librairies. Alors, le problème est ici posé dans toute sa clarté. Il est posé dans toute sa clarté et il est posé en termes parfaitement spinozistes. Parfaitement spinozistes, lorsque Lequier fait état de la connaissance qu'il a, de ce fait qu'il n'y a pas de hasard, mais qu'il n'y a que des causes déterminantes, dont il se demande si sa volonté propre est autre chose que les faits, que, alors pour utiliser un terme de physique que certains comprendront, la résultante. La résultante d'une série de forces, c'est la somme vectorielle de ces forces, ce qui veut dire que, au fond, la force qui résulte n'est rien d'autre que l'effet de forces antérieures. Elle n'est, si vous voulez, rien en elle-même et par elle-même. Le problème principal, enfin, est ici parfaitement cerné lorsque Lequier écrit, il faut que je retrouve le passage. Hop. Bon, il faut quand même. Au moment où il dit, il s'interroge sur la possibilité qu'il a de commencer une série de causes, une série de causes et d'effets. C'est ça le problème. Le problème du libre arbitre est le problème de savoir si la volonté n'est qu'une résultante de force, exactement comme si, par exemple, imaginez par exemple un corps quelconque, X, a un poids. Ce poids le tire dans la direction du haut vers le bas. Mais ce corps est attaché à une ficelle par laquelle quelqu'un, par exemple, tente de l'empêcher de tomber. Et ce corps, en même temps, alors imaginons tout ce que nous voulons, nous faisons une expérience de pensée, ce corps, en même temps, se trouve peut-être, par exemple, immergé dans de l'eau et subit dans cette eau la force du courant. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, ce qui doit se passer, ce qui se passe nécessairement, et ce qui ne peut pas se passer autrement que cela a lieu, c'est-à-dire que ce corps va connaître un mouvement, il va être le siège d'un mouvement qui sera simplement la résultante de toutes les forces. C'est-à-dire qu'il suffit de tracer ce qu'on appelle le parallélogramme des forces. La somme de ces deux forces, ça donne ça, et la somme de celle-ci et de la troisième qui reste, ça donne ça. C'est-à-dire voilà la force qui agira sur le corps. Tout se passera comme si ce corps n'était soumis qu'à cette seule et unique force, grand F. Voilà, celle-ci. Voilà. Le corps n'est soumis qu'à ça. Ça veut dire que cette force elle-même n'a pas d'existence en soi. Elle n'est rien en soi. Elle n'est que l'effet de l'action des trois forces que j'ai imaginées pour ce corps. Ça, c'est la première possibilité. L'autre possibilité est que je dispose, moi, par ce que j'appelle ma volonté, de la possibilité de créer des effets qui ne soient, eux, des effets de rien d'autre que cette volonté elle-même. Une volonté qui est un commencement d'une série de causes et d'effets, une volonté qui est un commencement d'une série de causes et d'effets et qui elle-même n'est pas un effet de cause antécédente, eh bien, c'est ça qu'on appelle un libre arbitre. Voilà. Un libre arbitre, c'est ça. C'est une volonté capable d'inaugurer, capable d'amorcer une série de causes et d'effets sans être elle-même imputable à aucune cause antérieure. Eh bien, c'est la grande question philosophique de la liberté de la volonté, la question du libre arbitre. Eh bien, y a-t-il en l'humain quelque chose qui corresponde à cette idée d'une volonté souveraine, au sens véritablement authentique de ce que signifie l'idée de souveraineté, à savoir l'état
d'une puissance qui ne relève que d'elle-même, qui ne relève de rien d'autre qu'elle-même, et, si vous voulez, qui n'a de compte à rendre à personne d'autre qu'elle-même. C'est ça l'alternative dans laquelle qu'expose Jules Lequier, en des termes qui sont spinozistes, puisqu'il ne peut le faire qu'en se référant justement au déterminisme universel et en se demandant si sa volonté est autre chose qu'un moment dans ce déterminisme universel. Voilà, je dois m'arrêter, donc je m'arrête.